naturellement sa place. Ils vous l'expliqueront mieux que moi dans quelques secondes. Donc, je suis Sarah Laroussi, la directrice du CNDB. C'est le Comité national pour le développement du bois. Nous sommes une association loi 1901 qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans et qui a pour but de promouvoir et d'accompagner le matériau bois dans ses différents usages. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet, à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités de la forêt et du bois en Île-de-France, mais également sur l'ensemble du territoire. Je tiens à remercier les 3 intervenants présents aujourd'hui. Donc monsieur Marc Bénard, architecte et directeur général de l'agence Équateur, qui prendra la parole en premier, suivi de madame Élise Girardi, ingénieure architecte et chef de projet au sein de l'agence d'architecture Calque. Et puis enfin, monsieur Frédéric Nantois, architecte, directeur de projet au sein d'AIA Life Designers. Et je ne m'éternise pas plus, je laisse la parole du coup à monsieur Marc Bénard. Si tu souhaites... ouais. Bonjour à tous. Je vais vous présenter en un quart d'heure à peu près une opération qu'on a fait à Sarcelles, où on utilise du bois de manière peut-être non intuitive. Ça ne sera pas visible sur les photos, mais c'est une façon technique de revenir sur les conceptions des années 60. Sarcelles, je pense que tout le monde identifie à peu près ce que c'est. Grand ensemble qui est un archétype des grands ensembles français. Construction qui se fait à très grande vitesse entre 1955 et 1970 au rythme à peu près de 1000 logements par an. Par une seule agence d'architecture, Henri Labourdette et Boileau, qui vont concevoir en réalité plus qu'un grand ensemble, une ville complète. Ce que vous voyez sur l'image ici, c'est les familles de bâtiments qui composent le grand ensemble. Des bâtiments bas qui sont en pierre de taille, typiques de la reconstruction française d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis des bâtiments hauts qui sont ceux qui vont nous occuper dans nos projets, qui sont des bâtiments en béton avec des façades de type mur-rideau, aluminium Isorel. Donc on a des typologies de barres très très étroites, qui ont été surnommées là-bas des biscottes en raison de leur géométrie, et puis des typologies de tours, comme on voit ici, qui sont des bâtiments entre R+10 et R+14, qui dominent en fait le paysage urbain de Sarcelles. Quelques mots d'historique très rapide. Oula. Donc une construction sur 15 ans. J'éloigne un peu, ça marche mieux comme ça, ouais. C'est ça qui... ok. Désolé pour les parasites. Donc, une construction sur 15 ans. Vous voyez le grand plan général qui est sur une grille orthonormée avec des très grands îlots, 300-400 mètres de long. Et quelque chose qui se construit de l'Est, où on a la voie ferrée qui conduit à Paris, vers l'Ouest. Et chaque année, l'architecte lance 1000 logements et fait progressivement évoluer sa conception. Donc, on a des étapes successives de réflexion architecturale sur l'ensemble du quartier. Henri Labourdette, c'est un très bon praticien de sa génération, un grand savoir-faire constructif, un grand savoir-faire méthodologique. Le mélange des deux lui permet, en 1955, de s'engager en moins de 48 heures sur une question posée par la Caisse des dépôts pour construire une nouvelle ville, et un engagement entre l'architecte et un groupement d'entreprises pour construire 1000 logements par an à un prix prédéfini. Ce qui est quelque chose qui paraît extravagant par rapport à nos pratiques contemporaines, où la même prise de décision prendrait sans doute plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pour maîtriser ça, il combine un savoir-faire qu'il a déjà acquis sur la reconstruction de Beauvais, construction en pierre de taille, et puis une logique de préfabrication en métal et en béton qui lui permet de tenir des cadences très très importantes. Il y a une troisième typologie à Sarcelles qui est le béton préfabriqué, mais qui a été très peu utilisé finalement, donc qui a sans doute été moins compétitif que les deux autres solutions constructives à l'époque. Et donc en visualisation, en l'espace là d'une dizaine d'années, vous voyez comment on passe d'un tissu de champs avec la voie ferrée au milieu à la construction progressive du grand ensemble. Sur ce tissu urbain, on est intervenu à 2 reprises sur les typologies de bâtiments élevés. Une première fois, il y a maintenant presque une dizaine d'années, sur une tour qui est située en face de la gare, donc qui s'appelle Ravel Gare, qui a servi un peu de prototype à une deuxième série de réhabilitation, cette fois sur des barres.
Point commun de ces bâtiments-là, les typologies de façades. Et point commun également, un groupement de maîtrise d'œuvre et d'entreprise qui est à peu près similaire entre les deux. Donc on est sur une configuration, même maître d'ouvrage, même architecte, même ingénierie et même entreprise générale, ce qui permet d'arriver à une optimisation progressive du processus. Pour localiser les opérations sur le plan masse, donc la tour qui est dans les premières générations de bâtiments côté est et les 2 bars qui sont de part et d'autre du centre commercial des Flanades côté ouest. Qu'est-ce qu'on a fait de différent de la conception d'origine ? Construction dans les années 50 qui est extrêmement rationnelle, peut-être trop rationnelle ou trop optimisée, notamment sur les façades où l'architecte a fait des façades très légères. Il y a une feuille d'aluminium, une lame d'air, une couche d'isorel, une lame d'air et encore une couche d'isorel. L'avantage, c'est que c'est léger, ça isole un petit peu thermiquement. L'inconvénient, c'est que c'est thermiquement très en deçà de ce qu'on a aujourd'hui comme exigence énergétique. C'est assez mauvais d'un point de vue acoustique, ce qui n'était pas un sujet à l'époque, mais on a construit ensuite l'aéroport de Charles de Gaulle, et donc il y a des avions qui passent au-dessus toutes les minutes et demie, donc nuisance acoustique très importante sur le quartier. Et puis ce qui était sans doute pas vu à l'époque, c'est le risque de passage au feu d'un étage à l'autre de manière très rapide. On a eu, nous, au moment de la fin de conception de la première opération, un incendie dans un appartement qui est monté en 2 à 3 minutes sur les 2 étages au-dessus. Donc quelque chose qui a brûlé extrêmement vite et qui nous a fait modifier les choix constructifs sur les typologies de façade, où on est passé d'une réflexion initiale qui était plutôt une forme d'isolation par l'extérieur avec un bardage à un remplacement complet de la façade, donc dépose de la façade existante et mise en place d'une nouvelle façade pour gonfler les performances thermiques, acoustiques et de sécurité incendie. Et c'est une amélioration qui est très importante, c'est-à-dire qu'on passe de quelques minutes de résistance au feu à 1 heure. On va diviser par 5 à peu près les déperditions thermiques de la partie courante de façade et on va diviser par 3 au global les consommations énergétiques des bâtiments. Donc cette opération-là, elle nous a servi de prototype à la fois sur des solutions techniques et sur des méthodologies d'opération, c'est-à-dire qu'on est sur des opérations de réhabilitation en site occupé. Les locataires restent dans les appartements pendant le chantier. Et donc une des contraintes, c'est d'être capable de désamianter certains éléments de façade, d'enlever la façade, de reposer très vite une nouvelle façade en gardant les gens dans les logements. Le visuel que vous avez ici montre la façade tout juste déposée, le film étanche et la nouvelle façade préfabriquée qui est en cours de pose. Ce prototype-là, on l'a répété, on l'améliore un petit peu sur 2 typologies de barres, qui sont les 2 barres cernées en rouge sur l'image ici, qui sont des analogues constructifs, où en fait l'architecte mélange en façade sud que des fenêtres. Donc là, on a changé les fenêtres. Sur les pignons, du bardage sur maçonnerie. On a refait du bardage sur maçonnerie. Et en façade nord, c'est façade de type mur rideau métallique que là, on a déposé et remplacé. C'est des bâtiments qui sont bioclimatiques. La façade sud, orientée vers Paris, est avec des balcons. Les autres façades sont complètement lisses. C'est des bâtiments avec des logements qui ont beaucoup de qualité, des grands logements traversants avec des séjours qui peuvent être partitionnés pour une chambre. Donc des locataires qui, en dehors des questions de qualité des façades, sont bien dans leur logement. Et donc c'est des qualités qu'on a maintenues pour l'amélioration. Et par contre, une façade qui est très peu performante du fait de son extrême optimisation. Là, vous voyez une tranche qu'on a fait en préparation de chantier sur une des façades, où on voit la composition avec des cadres en acier, un épiderme en isorel avec lame d'air, et puis la peau extérieure en aluminium. Le remplacement, il se fait avec des solutions de type panneau bloc, donc des panneaux préfabriqués en bois intégrant l'isolant et qui viennent avec les fenêtres, les volets roulants et le bardage en une seule fois, et qui vont épaissir la façade vers l'extérieur. Autre contrainte du site habité, on ne peut pas réduire la surface vers l'intérieur, sinon les meubles ne rentrent plus. Typiquement, dans la cuisine, si on prend 2 cm de plus, on enlève un module de cuisine. Donc c'est des réglages centimétriques du bâtiment. La solution panneau bloc, c'est une solution qui est industrialisée, qui est une des premières solutions industrialisées de grands panneaux préfabriqués de façade. Aujourd'hui, il y a des solutions en métallique notamment qui sont apparues. Il y a différentes solutions en bois qui sont apparues. Et donc, c'est la première série de solutions génériques dont on dispose pour faire de la façade préfabriquée, avec des performances incendie importantes, c'est-à-dire on fonctionne en logement jusqu'en 4e famille, donc des bâtiments à plus de 28 mètres. C'est une fabrication avec des lattis croisés de
lames de bois, lames d'isolant, qui sont fabriquées avec des robots et qui vont arriver sur le chantier avec côté intérieur le pare-vapeur et côté extérieur tout l'épiderme architectural, donc la façade qui est déjà presque terminée. Et ça permet d'aller très très vite sur les mises en œuvre de chantier. Ici, vous avez à droite la façade existante, au milieu la façade déposée avec la cloison en bois provisoire qui sépare le logement de l'extérieur, à gauche la nouvelle façade déjà posée, avec un choix architectural qui est de revenir ou de rester dans le dessin général de l'architecture initiale, qui est d'une part qualitative et d'autre part spécifique à l'identité architecturale et urbaine de Sarcelles. C'est un cadencement de travaux par façade, 3 à 4 semaines par cage d'escalier, donc ça va très très vite. Et je passe rapidement sur quelques slides juste pour montrer la façon dont l'entreprise en site occupé gère des mises en œuvre de cloisons provisoires. Donc on sépare en rouge la façade du logement, puis des déposes de façade qui sont là relativement simples, on est sur des éléments qui sont très légers à enlever, un désamiantage et enfin la pose d'éléments de façade complets qui font de l'ordre de 6 mètres de long, qui vont permettre de fermer 2 pièces à la fois, 2 chambres ou chambres plus cuisine, en montant les étages les uns après les autres. Voilà quelques visions du chantier où on voit par exemple en bas avec la grue un élément de façade relativement long en cours de pose. Le retour d'expérience qu'on fait nous sur ce type d'opération, c'est qu'on dispose aujourd'hui de systèmes qui commencent à être très efficaces en réhabilitation et en particulier très bien adaptés d'une part au site occupé, où on a un enjeu de limitation des nuisances de chantier et de vitesse de chantier. Plus on va vite, moins on gêne les habitants dans leur vie quotidienne. Et puis un deuxième enjeu qui est de revenir sur cette partie du bâti du XXe siècle, qui est un bâti extrêmement rationnel, largement industrialisé ou préfabriqué. Alors là, c'est des façades en métal, mais on aurait la même réflexion sur des façades en béton préfabriqué, où pour nous, il y a une forme d'affinité entre les solutions technologiques contemporaines et celles imaginées par les concepteurs des années 50 et 60. Donc on revient de manière conceptuelle sur une façon de fabriquer de l'architecture très vite qui est celle des concepteurs d'origine. Par contre, on embarque dedans des solutions qui sont aujourd'hui bas carbone, qui stockent du carbone de manière assez importante, l'ordre d'une cinquantaine de kilos de bois stockés par mètre carré de façade, ce qui est relativement significatif, et avec des outils qui permettent de répondre sans doute à un enjeu de vitesse qui est commun en fait à nos prédécesseurs des années 50 et à notre génération. Leur enjeu était de reconstruire la France extrêmement rapidement. On voit la fabrication de logements pour 15 à 20 millions de personnes en l'espace d'une génération en France après-guerre. Aujourd'hui, c'est des questions de transition énergétique, gestion du carbone, la thermique d'été, qui nous impose sans doute d'aller aussi vite. Et donc le croisement en fait, des outils technologiques dont on dispose aujourd'hui et des logiques de conception de l'après-guerre sont sans doute une des clés possibles pour aller à cette vitesse-là. Voilà, merci. J'ai fait très vite, mais on pourra revenir s'il y a des questions. Merci Marc. On prendra les questions en fin d'intervention pour vous permettre de continuer les échanges. Alors, je vais accueillir du coup Julie. Alors, hop, la petite zapette. Donc, Élise, tu vas nous présenter la réhabilitation du coup d'un entrepôt en hôtel 4 étoiles. Et on va te laisser la parole, dans Paris. Voilà, et sinon je peux faire ça. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Élise Gérardi. Donc, je suis ingénieure architecte dans l'agence Calque. Donc Calque est une agence qui a été fondée il y a un petit peu plus de 30 ans par Jean-Philippe Leboeuf et Emmanuel Quin, et qui s'est vraiment concentré dès son origine sur le sujet de la restauration, de la réhabilitation de bâtiments existants et de l'insertion d'un programme, voire d'une mixité de programmes dans ces bâtiments. Donc on vous a mis quelques références actuelles qui sont Morland Mixité Capitale, aujourd'hui appelée La Félicité, dans Paris, qui a été réalisée donc, par Calque ainsi qu'avec David Shepperfield. Et ainsi que également donc, le projet Pong, où là, Calque a été aussi en association avec l'agence Bond. La troisième référence que vous voyez et qui est l'objet de notre conférence, c'est le B34. Donc, il y a un bâtiment
un entrepôt des magasins généraux de Paris qui a été réhabilité en hôtel 4 étoiles. Donc ce bâtiment appartient à Icade et il a été du coup mis en BFA au groupe Naos Hotel pour la réalisation et l'exploitation d'un Hilton 4 étoiles dans Paris 19e. Donc pour ce projet, donc c'est un projet qui a commencé avec une esquisse dans les années 2000 et qui, une fois que le bailleur a trouvé un locataire, s'est accéléré aux alentours des années 2017-2018 pour un démarrage de travaux en 2019 et une livraison en 2023 avec ouverture de l'hôtel. Ce bâtiment se situe donc dans le parc du Pont de Flandre, dans le 19e arrondissement, où vous avez effectivement un certain nombre d'entrepôts des magasins généraux de Paris. Donc la plupart se ressemblent d'ailleurs, ce sont des bâtiments en charpente-bois réalisés au milieu du 19e siècle, avec pour particularité d'être orientés autour d'un ancien canal qui permettait l'approvisionnement des marchandises et leur stockage dans ces bâtiments. Sur ce site, Calque a commencé à travailler dans un premier projet de rénovation et réhabilitation dans les années 90 sur le bâtiment 32-33, sur un second dans les années 2012 qui est le bâtiment 28 et le dernier donc, qui est le bâtiment 34 livré et ouvert en 2023. Donc ces bâtiments, comme je vous le disais, sont des bâtiments en charpente-bois avec la particularité d'avoir un rez-de-jardin à hauteur du canal et non de la rue de Cambrai. Ce sont des bâtiments avec une charpente extrêmement serrée et une densité assez importante de poteaux, donc une trame de 4 mètres par 4 mètres, et conçue de façon assez astucieuse, puisque la structure du bas était une structure qui devait reprendre beaucoup plus de charge que le haut. Donc les poteaux historiques et les poutres historiques ont été pensés en fonction de la descente de charge de stockage du bâtiment. Donc vous retrouvez des éléments en fait en chaîne de sections assez massives dans le rez-de-jardin. Plus vous montez dans les étages, plus les poteaux se diminuent, jusqu'à arriver à une charpente et des poteaux en pin et résineux dans l'attique. Donc là, on peut voir une coupe historique avec notamment donc un système de poulies entre le rez-de-jardin et qui permettait de monter du coup les sacs de farine, de sucre et de grains dans les étages. Et une photo également historique avec les éléments qui étaient stockés. Donc ces bâtiments sont des bâtiments en façade de pierre et briques avec une grande charpente bois et une toiture en tuiles. Le projet qui a été pensé avait deux grands objectifs. Le premier, c'était reconnecter finalement ce bâtiment et le parc par rapport à la ville et à la rue qui est adjacente, qui était donc à un niveau différent du rez-de-jardin et du rez-de-chaussée. Créer une entrée pour tous les exploitants du parc via la ville, donc par ce bâtiment qui se situe à la proue du parc du Pont de Flandre. Et enfin, insérer un programme de 92 chambres d'un hôtel 4 étoiles avec un socle serviciel comprenant un restaurant, un café, une salle de séminaire et un fitness. Donc, le premier enjeu était donc de connecter ce bâtiment à la ville. Pour ce faire, on a créé donc une passerelle que vous voyez ici et on a dû abaisser une partie du niveau du plancher existant pour se retrouver au niveau de la rue. Donc là, vous avez les deux coupes perspectives des travaux qui ont été réalisés. Donc la pensée et le développement du projet a été aussi fait en considérant la méthodologie de chantier. Donc on a créé une structure métallique à l'anthrax de la structure bois existante qui a permis finalement d'étayer le bâtiment, de creuser l'infrastructure nécessaire au programme et de descendre le plancher du rez-de-chaussée existant. Donc c'est ce que vous voyez en bleu là. Cette structure métallique, elle a été posée en venant moiser la charpente existante. Donc c'est une photo de chantier que vous voyez là. Et une fois que le bâtiment était en charge sur la structure métallique, ça nous a permis de couper au fur et à mesure les poteaux bois et de conserver juste la trace finalement de la charpente existante que vous voyez ici suspendue. Donc là, vous avez la 3D d'origine de conception qui finalement est donc très proche du résultat qu'on a réussi à avoir en exécution. Le second objectif était donc d'intégrer 92 chambres dans cet immeuble en bois. Donc là, vous avez le plan de l'existant avec une trame extrêmement marquée de 4 par 4. Un bâtiment qui a aussi un peu souffert d'être un bâtiment de stockage pendant des années, donc avec des flèches au niveau des poutres assez importantes et différentes pathologies qu'on a pu constater. Et on avait donc toujours cette volonté de conserver au maximum la charpente bois,
d'un point de vue patrimonial, mais également d'un point de vue carbone. Et on a développé donc un plan autour d'un noyau béton qu'on est venu intégrer dans le projet, de chambres se développant donc, entre chaque trame de poutre. Ceci nous a permis notamment, donc là vous avez une photo du bâtiment livré et d'une chambre, de laisser la charpente bois apparente dans chacune des chambres de l'hôtel pour voilà, conserver le côté un peu patrimonial existant du bâtiment, mais aussi répondre à des enjeux de contraintes feu et contraintes acoustiques et éviter toute propagation via la charpente bois d'une chambre à une autre. Donc pour réussir à faire ce projet, il y avait un grand sujet finalement de diagnostic de la charpente existante. Notre première approche a été une approche empirique, c'est-à-dire le bâtiment a porté pendant des années 1000 kg par mètre carré de grains et de sucre. Donc aujourd'hui, en considérant les charges d'exploitation et les charges permanentes de l'hôtel, on devrait réussir à conserver la charpente. Donc cette justification empirique a été faite du coup dans le mode de calcul de l'époque, au CB71. Sauf qu'effectivement, après échange avec le bureau de contrôle, on nous a demandé, notamment parce que la rénovation était extrêmement importante de la structure, de travailler finalement plutôt aux eurocodes pour la justification du bâtiment, ce qui a nécessité d'aller diagnostiquer bien plus en profondeur le bâtiment. Donc on a fait un relevé géomètre 3D avec nuage de points pour déterminer l'ensemble des flèches, des torsions des poteaux et toutes les pathologies visuelles. Mais on a aussi dû faire un diagnostic sanitaire. Donc est-ce qu'il y a des traces d'attaque d'insectes, de champignons ou dans les bois? Et surtout, et c'est là que c'est devenu le plus compliqué, justifier la classe des bois comme si on travaillait avec un bois neuf. Donc là, pour justifier une charpente bois du 19e siècle, donc c'est-à-dire quelle est sa classe de résistance, quelle est sa densité, on a fait beaucoup de recherches et on a trouvé une entreprise qui est le bureau d'études CBS-CBT du groupe CBS Live Team qui est venu nous accompagner donc, dans la résolution de ce problème, notamment avec leur outil qui est le Silvatest, qui est un outil permettant d'envoyer une onde sonore et de mesurer la vitesse de propagation de cette onde dans des éléments bois. Donc, ils ont notamment, dans leur grande référence, la cité interdite de Chine, et ils ont travaillé sur les grands poteaux existants et conservés. Et c'est ce qu'ils sont venus faire sur le B34. Donc, ils ont analysé l'ensemble des pièces bois. Donc, là, vous avez donc un assemblage classique avec une poutre donc en pin, un poteau et les deux bracons qui sont en chêne, et le sommier qui est en chêne. L'ensemble de ces pièces ont donc été testées par CBS-CBT. Ce qui nous a permis de concevoir finalement un programme de travaux extrêmement adapté et précis à toutes les pathologies. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc on a des poutres qui étaient effectivement défectueuses, où on est venu faire ce qu'on appelle un raboutage. Donc on a une prothèse en épicéa qui a été rajoutée à l'issue d'une poutre. On a également des bâtiments qui étaient creux parce qu'ils avaient été attaqués par des insectes, etc. Mais on avait besoin effectivement de toute la surface pour pouvoir descendre les charges jusqu'en pied de bâtiment. Donc là, on a fait des injections de résine époxy. Et on a effectivement aussi tous les boulons et les goujons existants, ou pour une question de justification au feu, parce que tout le bâtiment a été calculé au massif, on a dû effectivement injecter également de la résine époxy pour justifier la tenue des assemblages en cas de feu dans le bâtiment. Donc ensuite, je vous ai mis quelques photos pour vous rendre compte à peu près de cette opération un peu chirurgicale qui a été faite. Alors, ce n'est pas représenté dans ce que je vais vous présenter, mais dans les poteaux qui ont été coupés, notamment pour descendre le plancher et faire le hall en charpente métallique, on a récupéré aussi de la matière. Et c'est quelque chose où on a fait vraiment attention à réemployer chaque bois qui a été coupé aussi dans des prothèses, dans des modifications de sommiers, pour conserver au maximum le bois existant. Donc là, vous avez une cale épicéa. Vous avez l'ouverture qu'on voit avec les poutres prothèses qui commencent à être posées également, donc au niveau du noyau. Vous avez là, ici, également des raboutages de poutres, des assemblages révisés en résine époxy, et ainsi que dans les grands poteaux du rez-de-chaussée, là, comme vous voyez, qui avaient été fendus par la descente de charge, des injections ont été réalisées. Et là, vous avez une coupe également sur les assemblages existants. Donc tout ce travail nous a permis donc, de livrer ce bâtiment. Donc là, vous avez la vue depuis l'extérieur de l'hôtel Hilton.
On a réussi effectivement à créer cet escalier également monumental reconnectant le parc avec la rue. On a pu ouvrir la façade pour créer ce hall et connecter tout le lobby à la ville avec donc ce système de poutres métalliques et de moisage des charpents de bois existants, ce qui a donné aujourd'hui ce hall que vous pouvez voir et que vous pouvez aller visiter. Également le Babette Café ici, vous pouvez aller voir. L'ensemble des chambres avec l'ensemble des circulations. Vous voyez notamment que là des bracons ont été déposés pour permettre effectivement l'évacuation de personnes sans obstacle au-delà d'1,80 m. L'ajout d'un escalier monumental pour descendre au restaurant que vous voyez ici et qui a été terminé comme ça. Voilà. Un grand merci Élise. Et donc nous accueillons Frédéric pour nous présenter du coup la 3e opération. Bonjour. Alors, nous allons rester dans des sujets assez proches. Je vais vous présenter la rénovation du site administratif Miolis, qui est le siège de la DRIAT, la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Bon, pour les architectes connaissent la DRIAT parce que notamment les études au cas par cas, enfin tout ce qui est études environnementales, c'est la DRIAT qui les fait en Ile-de-France, ou les permis État. Voilà. Et le siège de la DRIAT se situe rue Miolis, donc pas loin d'ailleurs d'une opération récemment livrée par Calc, qui doit être ici, l'opération Pong. Et donc rue Miolis, le site de la DRIAT, un ensemble des années fin 1960, 3 bars tertiaires, dans un îlot entre la rue Miolis et une rue à l'arrière, assez enclavée. Alors intéressant parce que 3 bars qui s'échelonnent du sud au nord, donc c'est plutôt pas mal. Et puis un langage tertiaire de l'époque, évidemment, et surtout 3 bars complètement autonomes. Donc là, par contre, des soucis de fonctionnalité. Et globalement, une opération qui on va dire, qui a 3 objectifs principaux. Un premier qui est vraiment une rénovation, alors qui s'inscrit dans les grandes rénovations assez proches de celles des cités administratives de l'État. Rénovation déjà essentiellement énergétique, s'aligner et être exemplaire, s'aligner et intégrer le sujet climatique, énergétique, écologique. Un sujet vraiment d'usage, de confort d'usage, aussi de qualité d'accueil des publics et puis de densification du site. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 collaborateurs, il y en aura 1000. Là aussi, exemplarité de l'État à réunir ses services interministériels sur des sites uniques et donc libérer des sites en location et rationaliser l'immobilier de l'État. Et puis donc ce sujet environnemental à la croisée alors, des engagements du ministère de tutelle qui est le ministère de la Transition écologique, donc évidemment grande exemplarité attendue. Les orientations, alors à l'époque, quand nous avons fait le concours du PLU bioclimatique de Paris, dont on connaissait les grandes lignes, et tout un travail évident au regard d'un voisinage dense, de riverains attentifs à ce qui se passe près de chez eux, et en attente d'une requalification aussi, je dirais pour eux, mais pour la ville, de ce site relativement fermé sur lui-même. Donc sensiblement, c'est à peu près 12 000 m² de bureaux. Nous sommes surtout intervenus, enfin nous intervenons toujours, c'est en chantier, sur cette partie-ci, côté rue Miolis. Ici, il y a déjà eu une opération de réhabilitation, surtout de l'enveloppe. En fait, nous y intervenons quand même pour des réaménagements intérieurs au rez-de-chaussée, au 3e étage. Point intéressant, alors c'est que c'est un chantier... C'est un projet que nous avons gagné dans un dialogue compétitif dans le cadre d'un marché global de performance énergétique, donc avec une entreprise dès le début, y compris aussi le futur mainteneur technique, exploitant mainteneur, qui s'engage sur les performances énergétiques. Et donc là, effectivement, ça ne se fait plus en 48 heures, l'engagement, ça se fait grosso modo sur une année de dialogue compétitif où on développe le projet avec l'entreprise. L'entreprise s'engage sur un montant de travaux, un montant global de l'opération, un délai de réalisation.
Et on part comme ça, donc c'est un sport un peu particulier. Un point important aussi dans la suite, c'est que c'est un site qui nous a été livré en début de chantier, libéré. Pas de site occupé, donc pas de sujet d'opération tiroir, de phasage complexe et de livraison intermédiaire. Le projet, tel qu'il sera, dont vous voyez la différence, c'est un projet qui avait des qualités architecturales, je trouve, dans son expression, celle de son époque, un tertiaire avec l'écriture des années 60. Il y avait clairement un souci de renouvellement total de l'image, et pas seulement de l'image, mais du dialogue du projet avec la ville, avec la rue, d'animation de la rue. Et tout ça s'accompagnait dans la réflexion sur la matérialité, obligation et de toute façon, voilà, choix fait de végétaliser toutes les toitures terrasses, engagement et objectif évidemment au regard de l'îlot de chaleur, de réduction de l'effet de l'îlot de chaleur, de renaturation, de désartificialisation. Voilà, il y a un peu, je dirais, tous les mots-clés, mais ce projet qu'on a fait, nous avons gagné, le marché a été signé fin 2021, voilà, jouait vraiment le jeu d'aller au bout du raisonnement, et pour ça, c'est vrai que c'est assez exemplaire dans la démarche de la préfecture, de la mairie du 15e, qui a été très à l'écoute, mais qui s'était aussi engagée auprès de ses riverains, de la mairie centrale, et puis de l'ensemble des intervenants. Voilà, ça vous voyez la rue Miolis, bon, avant, et actuellement nous sommes en train de réaliser la façade. Et puis comme nous sommes dans une rue où il y a une école, il y a potentiellement des projets, vous savez, de transformation en rue-école, donc de réduction de la voiture en tous les cas, et de revégétalisation aussi. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi nous sommes arrivés à cette façade. Voilà, c'est que, et on va venir du coup à la place du bois dans la conception, pour réussir à faire cette opération de densification, parce que grosso modo, on a créé près de 8000 m² de plancher en plus pour accueillir les nouveaux collaborateurs et offrir un certain nombre de services qui n'existaient pas. Le travail a été à la fois d'épaissir le bâtiment pour maximiser l'existant, de le surélever pour s'aligner au fond au gabarit le plus haut qui est celui de la rue Miolis, sans le dépasser. Ça, c'est un engagement fort, ne pas venir augmenter la hauteur du bâtiment par rapport à son altimétrie la plus haute. Et puis de créer des bâtiments de connexion pour offrir des plateaux de bureaux beaucoup plus pratiques, beaucoup plus grands et beaucoup plus fonctionnels pour permettre des organisations plus flexibles. Et pour faire ça, alors, oui, alors évidemment c'est un bâtiment qui a à peu près tout ce qu'on peut imaginer de certification et de labellisation sur l'ancien et sur le neuf. On était avant la RE, donc encore avec la RE 2020, avec une approche plus C-. Pour autant, on a fait la simulation sur la partie neuve, on serait RE 2020 avec les seuils actuels, pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de bois et beaucoup de matériaux biosourcés dans ce projet. Voilà, juste un point important, parce que ça a été effectivement au fond c'est autour de ce cœur d'îlot que tout le projet s'est réorganisé. On était vraiment sur quelque chose de très minéralisé et artificialisé. Ici, en fait, c'était un parking. Il y avait près de 200 places de voitures. Il y en aura à peu près 70 au final, et uniquement des véhicules de service qui pourraient encore être réduits. Et donc, revégétalisation, et d'où aussi l'idée de se concentrer sur cette partie du projet et de repenser les parcours et de repenser la transparence. Et pour construire, de s'attacher aussi à trouver des solutions, vous voyez, pour venir construire en surélévation et entre les deux bâtiments dans une rue étroite, développer des solutions constructives hors site, préfabriquées, avec des filières sèches, tout évidemment très environnemental. Donc le bois s'est assez rapidement imposé. C'est par ailleurs un matériau que nous travaillons déjà sur d'autres projets. Et ça nous a permis de l'aborder à la fois pour tout ce qui est menuiserie extérieure, aménagement intérieur globalement, et puis évidemment structure, ossature verticale et horizontale, et façade.
Voilà. Alors, je ferai un petit retour d'expérience, parce que quand on cumule le tout, c'est pas forcément le plus simple. Voilà, ça c'est une vue du futur jardin. Le bâtiment existant dont les façades sont en parement de briques extérieur, sur isolant extérieur. Et puis ces bâtiments de connexion, on va les voir, qui sont entièrement à partir du premier étage en ossature bois. Celui-ci vient se superposer à un existant. Alors dans tout ça, on a très peu démoli. C'est aussi le truc de la réhabilitation, c'est de démolir le moins possible. On a créé une trémie d'ascenseur et démoli un peu de rez-de-chaussée pour faire une double hauteur. Mais on a au plus gardé l'existant. Et on est venu créer ces bâtiments en bois. Alors là, vous voyez, bon, on va passer maintenant sur un peu une visite de chantier. C'est toujours assez intéressant de voir un curage de bâtiments et on redécouvre une structure. Et j'en viens effectivement au propos du début. Ce sont des bâtiments qui étaient bien pensés, bien conçus, d'une grande rationalité. Alors par contre, celui-ci, sa limite par rapport à l'exercice, c'est d'avoir une hauteur de plancher assez réduite. Ça fonctionnait avec un bâtiment tertiaire qui n'avait quasiment pas du tout même, de traitement d'air et de réseau intégré. C'est très différent quand vous voulez mettre un double flux, un rafraîchissement et apporter tout le confort qu'on peut aujourd'hui imaginer pour un ensemble tertiaire. Mais voilà, un bâtiment avec beaucoup de qualités propres qu'on a cherché à garder et à exploiter. Et puis voilà, rapidement, donc le montage des structures bois porteuses. Alors l'entreprise générale, quand même, je la mentionne, c'est un projet que nous faisons avec SPI Bâti en l'Île-de-France, associé à Matisse, que les architectes connaissent bien, pour tout ce qui est ossature bois. Matisse, c'est aussi sur ce sujet d'ailleurs lancé sur les façades. Ce sont eux qui ont pris en charge les façades à ossature bois. Et donc là, c'est effectivement, on en revient aussi à cette idée, c'est une grande efficacité de chantier. En l'occurrence, puisque nous avons deux bâtiments parallèles, une grue au milieu, les camions livrent les ossatures ici, elles sont quasiment jamais stockées, elles sont directement montées. On monte un côté, la grue se tourne, elle monte l'autre côté, et donc les bâtiments de connexion se sont montés comme ça, je dirais sans interruption, très rapidement, avec zéro stockage, puisque toutes les pièces arrivaient aux dimensions avec leur dispositif d'assemblage. Donc un mécano assez satisfaisant aussi pour la qualité des assemblages, leur précision. Il y a une satisfaction à voir un bâtiment qui s'assemble comme ça. Les planchers ne sont pas en bois. Ils sont alors pour des raisons... Voilà, donc là vous voyez l'ossature et ça s'est monté à une vitesse assez incroyable. Et pour les riverains, c'est évidemment beaucoup moins de nuisances. Une vue sur les plateaux de connexion, ossature bois apparente pour le moment, j'y reviendrai, et par contre un plancher avec un système coffradal, donc qui nous a permis de se connecter aux hauteurs existantes des plateaux. Il fallait absolument ne pas créer de différence de niveau. Une épaisseur fine et le coffradal intègre déjà un traitement acoustique. Donc c'est une optimisation en CLT où on n'aurait pas pu faire ça. Il aurait en plus fallu protéger. Alors il y aurait un sujet acoustique. Et puis, cerise sur le gâteau, 2021, on était en plein dialogue compétitif. L'été 2021, doctrine bois. La doctrine bois apparaît avec obligation de la prendre en charge, d'apprendre dans les études, lors du permis de construire, si ça a un impact. Donc c'est aussi ça qui nous a, en connaissant les éléments principaux, la doctrine bois donc de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui nous a aussi amené à faire des choix de structures mixtes en privilégiant un système plutôt béton pour les planchers. La fin de l'histoire du bois en ossature intérieure, c'est que nous avons essayé de négocier avec le laboratoire central et les architectes de sécurité de la ville de Paris et la BSPP. Tout le monde était d'accord, sauf les pompiers, qui nous ont imposé coffrer entièrement les ossatures bois intérieures. Nous conservons celles-ci, pas les ossatures centrales, pour la raison que c'est l'évacuation. Et que, voilà. Alors, malgré tous les calculs que nous avons pu produire pour démontrer la stabilité à chaud et tout ce qu'il fallait, voilà, c'était vous encoffrez ou vous sprinklez. Donc voilà, encoffrement de la partie centrale.
pour autant, conservation sur les côtés. Et puis alors l'autre sujet, alors le bois il nous a été très utile aussi pour faire la surélévation du bâtiment central en ossature, parce que ça nous a permis justement de ne pas rentrer dans des questions de fondation, parce qu'en fait on a pu démontrer qu'on était dans la marge admissible, et donc aucune reprise en sous-œuvre, pas de rejustification de la structure aux Eurocodes, en considérant que ce que nous apportions était admissible au regard de l'étude géotechnique qui avait été faite et de l'étude des structures, des fondations qui avaient été faites. Donc là, ouais, c'est un choix sur lequel on n'hésite pas longtemps. Menuiserie extérieure entièrement en bois, avec un grand travail de rationalisation pour limiter leur nombre, enfin le nombre de modèles. En gros, tout l'existant est fait avec 2 modèles. Un modèle dans les étages et un modèle sur la partie du R+1 parce qu'on a des toitures terrasses. Et il y a 2 modèles aussi pour le neuf. Il y a vraiment un travail, et travailler avec l'industrie du bois pour ça est très intéressant quand on veut pousser en amont la préfabrication. Et puis le troisième sujet, ce sont les façades à ossature bois, les FOB. Donc c'est bien une FOB, c'est-à-dire qu'elle ne porte qu'elle-même. Elle est fixée en extérieur des dalles. Là aussi, c'est très intéressant quand les FOB arrivent sur le chantier. Voilà, vous avez des éléments qui font une trame de 2 châssis. Ils sont stockés, ils sont évidemment tous répertoriés, identifiés pour aller à l'endroit où ils doivent aller. Et puis c'est un jeu de mécano et ça se monte à une vitesse assez incroyable. Point particulier, c'est que là, pour le coup, elles arrivent vraiment comme ça. Donc il reste à mettre la lame de raccord, évidemment le doublage intérieur et la menuiserie extérieure qui n'était pas dans le montage, dans le lot FOB. Donc on a d'ailleurs l'occasion de visiter avec Matisse leur sous-traitant, l'usine du sous-traitant. C'est très intéressant de voir la production aussi des FOB fabriqués dans l'est de la France. Voilà, donc là vous voyez, on voit bien, ça c'est la ligne de jonction de 2 panneaux. On voit aussi le sujet du déflecteur, sujet de sécurité incendie. Donc voilà, quand on associe une ossature bois sur un bâtiment d'une certaine hauteur, plus une FOB, plus un bardage bois, on superpose le guide de la construction biosourcée du CSTB, les négociations avec le bureau de contrôle, avec les pompiers. Voilà, il y a quelques sujets. Et puis le fait qu'on n'a pas forcément les avis techniques sur tous les produits, en particulier les isolations biosourcées, et qu'il y a des règles, et que souvent la tentation de nos interlocuteurs de contrôle technique est d'aller au-delà, par sécurité. Bon, mais le dialogue a été quand même assez constructif. Franchement, c'est devenu un moment très pointu sur où est-ce que l'on met le biosourcé en doublage ou à l'intérieur en fonction de... C'est comment se passe la pâte de fixation par rapport au déflecteur en nez de dalle. C'est assez pointu, c'est très intéressant. Parce qu'à la fin, quand on maîtrise le truc, voilà, on peut développer l'architecture que l'on souhaite sur des sujets de réhabilitation où il faut être en plus assez rapide, puisque, pour vous dire, voilà, le bâtiment est en chantier. Le chantier a démarré au printemps 2023 et il sera livré au printemps 2025. Voilà. Et là, vous voyez donc deux façades, une façade sur le jardin central, en cours de montage, et puis une façade de l'existant avec l'ensemble des menuiseries bois. Voilà, merci. Un grand merci à tous trois. Je prends peut-être quelques questions dans la salle. Pas de questions, c'était très clair. Ah, une question. Ah. Non ah. Chacun son tour. Merci. J'avais deux questions en fait. Une par rapport à Sarcelles. Vous disiez qu'il avait fallu revoir après le prototype toute la façon de concevoir. Qu'est-ce que ça va coûter en plus ? Parce que visiblement, il y avait beaucoup plus de choses qu'il fallait prévoir et vous avez décrit toutes les nouvelles performances que vous atteignez par rapport à la tenue au feu. Et la deuxième question, c'était si vous pouviez revenir sur pourquoi Cofradal par rapport à CLT. Je crois que je n'ai pas très pris l'intérêt. Merci beaucoup. Alors, sur Sarcelles,
La conception d'origine était un bardage métallique avec une isolation coincée contre la façade préexistante, qui réglait les questions de thermique et d'acoustique à peu près correctement, mais qui n'améliorait pas les sécurités incendie. Donc ça nous a coûté en urgence la reconception de la façade. Ça a augmenté sensiblement le coût de la façade. Je pense que pour faire une cote mal taillée, le coût au mètre carré a dû augmenter à peu près de 200 €, mais qui était un sujet vital pour les locataires. Et ça s'est fait en discussion avec l'entreprise générale, donc avec un comparatif rapide des solutions qu'on pouvait envisager sur le bâtiment. La tour, elle nous a servi également de prototype, parce que le deuxième bâtiment qu'on a gagné avec la même équipe a été beaucoup plus facile à mettre au point. C'est-à-dire que l'architecte Labourdette, quand il a fait ses bâtiments dans les années 50, il a modifié des petits détails d'un bâtiment à l'autre, mais il n'a pas révolutionné sa conception. Et donc ça a fiabilisé sur la réplication du système, d'une part la précision de mise en œuvre, et d'autre part la vitesse et la méthodologie. Quand on est en site occupé, le fait de pouvoir dire à des locataires on a déjà fait tel bâtiment au bout de votre rue, ça s'est bien passé et on va être capable de faire la même chose encore plus efficace, les gens dorment tranquilles. Le regret qu'on a, c'est qu'on a d'autres bâtiments de cette même famille architecturale à Sarcelles qui, eux, sont voués à la démolition, là, pour des questions d'usage. Et donc, ce qui aurait pu être une série de réglages constructifs optimisés va sans doute s'arrêter à ces deux bâtiments-là. Les autres de la même série vont être démolis dans l'année qui vient ou les 2-3 prochaines années. Alors pour revenir sur le coffradal, la raison elle est que donc ce bac collaborant avec une dalle assez fine est très performant en épaisseur. Il est aussi déjà très performant en acoustique et il n'y a pas besoin de complément pour la stabilité au feu. En CLT, il n'y a pas ça. Et en plus on sait que le CLT pour les pompiers c'est un peu ce qu'il y a de pire pour eux dans leur perception du risque d'incendie. Pas accessoirement, mais en plus, il y a une question de coût, évidemment aussi, qui s'est associée. Bonjour. Concernant justement ces enjeux réglementaires, vous parlez de perception, donc dans le contexte de la valeur patrimoniale ou dans le contexte des règles incendie, est-ce que c'est une problématique humaine et d'enjeu de périmètre, ou est-ce qu'il y a encore des recherches, de l'innovation à faire pour définir, uniformiser, et surtout dans un contexte européen où il y a tout un travail dans plusieurs domaines d'uniformiser les choses, est-ce que dans le domaine de l'architecture, il n'y aurait pas un manque d'aller chercher ailleurs ce qui se fait bien et de le transposer dans la réglementation nationale? Merci. Pour la partie des bâtiments un peu patrimoniaux comme le B34, l'approche qu'on a eue, c'est une approche de cas particulier. C'est-à-dire qu'on s'est orienté vers connaître l'existant, connaître ses défauts et ses qualités, et répondre en partenariat avec le bureau de contrôle sur chacun des points de réglementation, de ce qui était acceptable pour eux et de ce qui l'était pas. Donc en poussant le diagnostic et en poussant une réponse au cas par cas, donc sans standard, finalement on a évité de faire un ATEX, un avis de chantier ou des choses comme ça. Donc on va dire que pour certains des cas, dont les cas effectivement historiques et patrimoniaux, une approche finalement fine de l'existant et une réponse en collaboration avec les intervenants et les bureaux de contrôle permet de répondre à l'ensemble des enjeux feu, acoustique, réglementaire, etc. Sur le bois. Oui, je pense que oui, il y a de l'innovation, de la réflexion à développer, mais c'est vrai que je suis assez d'accord, plutôt que d'aller chercher... Alors, effectivement, on regarde beaucoup ce qui peut se faire dans d'autres pays, dans des situations comparables, bien qu'effectivement l'approche française du secours et de la sécurité des personnes et de la réflexion sur la lutte contre l'incendie soit peut-être assez particulière. Mais je pense que oui, on est plutôt dans la démarche, je vois, parce que récemment on a livré un bâtiment d'un patrimoine ancien, l'hôtel de Breuil, donc une rénovation sur un patrimoine de 1720, où là on va vraiment en fait aller chercher que du dérogatoire à tout.
Et on va effectivement construire un argumentaire, construire des propositions, innover dans les dispositifs pour démontrer que tout est pris en compte, que le risque est maîtrisé. Et ça relève vraiment de l'analyse de risque et de l'évaluation avec l'ensemble des partenaires de cette prise en compte du risque. Donc on est au fond sur des logiques vraiment de customiser à chaque fois notre démarche et de développer des savoir-faire très pointus. Je vois d'ailleurs que les bureaux de contrôle aussi s'y mettent, ils développent, parce qu'on n'avait pas forcément toujours des interlocuteurs hyper au taquet sur ces questions de l'ossature bois. Maintenant, on a affaire à des personnes qui peuvent nous accompagner. Donc on est un peu, je pense, dans cette démarche à chaque fois de chercher des solutions adaptées. Il y a évidemment dans la réhabilitation cette idée de qu'est-ce qui est reproductible, réplicable, et donc un petit peu comme ça, normalisable, ou en tout cas, c'est pas si simple, j'ai l'impression. Et pour voir un peu la réglementation incendie d'autres pays, alors quand je travaille avec des confrères européens en France, ça me prend un certain temps pédagogique pour... Merci. On va prendre une dernière question avant de libérer du coup l'espace. Merci. Alors, bonjour. Ma question concerne un peu la fonctionnalité, notamment au niveau du dernier exposé. Le projet, je pense, à terme, il a augmenté le nombre de services. Le nombre de services initialement présents dans le bâtiment a été augmenté du fait de l'agrandissement en hauteur et même en encombrement. Donc, du coup, par la suite, vous avez réduit le nombre de places de parking. Alors, je m'interroge sur la fonctionnalité après cet ajustement-là, notamment la réduction du nombre de places de parking. Merci. En réalité, c'était presque un peu une hérésie d'imaginer venir en voiture en plein cœur du 15e arrondissement. À vrai dire, supprimer les places, nous personnellement, on était pour être encore un peu plus radical. Ça ne nuit pas à la fonctionnalité. La fonctionnalité du bâtiment, au contraire, elle est améliorée. Le fait que les gens ne stationnent plus alors qu'il y a un métro, des bus, des transports en commun, certes, il y a toujours des personnes qui viennent, pas forcément de Paris-Centre, mais enfin, on ne peut pas imaginer, on ne fait pas des bâtiments pour garer des voitures. Donc à l'occasion de projets pareils, forcément, on repense aussi les déplacements. Donc moi, je dirais qu'au contraire, ça a augmenté la qualité d'usage en offrant à tout le monde des espaces extérieurs qualitatifs, ainsi qu'aux riverains, plutôt que la vue sur un parking. Merci. Je suis désolée, on doit libérer l'espace pour la conférence, mais vous pouvez venir à notre rencontre pour poser directement les questions aux intervenants avant qu'on quitte les lieux. Merci à tous. N'hésitez pas à consulter nos documentations dédiées à la réhabilitation en bois sur le site internet du CNDB. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci.